Bonsoir. Je dois vous dire aujourd'hui que nous sommes dans une situation internationale dangereuse, très dangereuse, grave, et je ne veux pas jouer les Cassandres, mais mieux vaut savoir que se trouver dans le déni de réalité. Se trouver dans le déni des réalités, comme se trouve la plus grande partie de la classe politique française, est la chose la plus dangereuse à la veille d'événements internationaux qui sont ce que je vais tenter ce soir de vous décrire. J'ai fait 2 déclarations à ce sujet. La première, c'est dire qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN et que c'est une ardente obligation. Et la seconde, je soutiens la déclaration pour un nouveau Bretton Woods, pour un nouvel ordre économique et monétaire international de stabilité et de développement mutuel pour tous les peuples, toutes les nations du monde. Car c'est à la mesure d'une grande politique, d'un grand dessein, qu'on peut faire face aux défis que nous devons affronter. Alors, la menace de chaos financier. Vous avez vu que Jamie Dimon, qui est le dirigeant de la plus grande banque américaine, JP Morgan Manhattan, a dit que nous allions vers un grand ouragan économique. Un ouragan aux États-Unis, ça veut dire ce qui frappe la Floride avec une violence inouïe. Donc c'est une métaphore très forte. En effet, le système transatlantique, économique, financier, monétaire, est incapable d'assurer sa propre survie. Parce qu'il ne vit qu'en émettant de la monnaie, en émettant ce qu'on appelle les liquidités, et cette monnaie n'est pas capable d'engendrer la croissance de l'économie physique et humaine nécessaire. Donc elle n'est pas capable d'accroître la capacité d'accueil du monde. Et c'est cela qui en réalité est la cause principale, pas la seule, mais la cause principale de tout le reste. Car une telle économie est menacée, si les taux d'intérêt restent bas, est menacée d'inflation, une inflation destructrice, qui ravagera la consommation et le niveau de vie. Ou, si on accroît les taux d'intérêt, il y aura une crise de tout le système financier qui s'effondrera. Donc dans le système, à l'intérieur du système, il n'y a pas de solution. C'est pour ça qu'il faut sortir de ce système-là. Alors il faut en sortir dans les circonstances actuelles et le plus rapidement possible. Parce que vous voyez, cet ouragan financier, ça veut dire après les sanctions qu'on a infligées à la Russie, ça veut dire que c'est plus grave encore pour nous, bien plus grave encore que pour la Russie. Crise alimentaire qui se dessine pour cet automne, crise énergétique, et famine, et destruction dans tous les pays, c'est ce qu'ils appellent le Global South, les pays du Sud, que ce soit le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan, tous les autres pays du Sud. Alors, dans ce contexte financier, économique, se trouve engendrée une menace de guerre. Car quand on pense à une situation où on n'est pas capable d'assurer un avenir pour tous, quand on la pense en termes d'amis, ennemis, et qu'on entend rafler la plus grande partie de la mise, qu'il n'y a pas une optique de développement mutuel, bien à partir de là, on engendre la guerre. Et nous y sommes. Nous y sommes face à ce risque de guerre, y compris ce que certains ont souligné, un risque de guerre nucléaire. Alors la réunion de l'OTAN, qui s'est tenue à Madrid, 28, 29, 30 juin, s'est déroulée malheureusement autant qu'on pouvait le craindre. Parce que Zelensky, le président ukrainien, y était présent, ce qui suppose de fait une intégration au sein de l'OTAN de l'Ukraine. Pas formel, pas juridique, mais de fait. Ensuite, eh bien,
on a accéléré la livraison, décidé d'accélérer et accélérer la décision de livrer des équipements de défense pour l'Ukraine et de l'aider à moderniser son secteur de la défense, je lis le texte, dans le cadre de sa transition vers une interopérabilité accrue. Interopérabilité, c'est-à-dire une opération conjointe, ça prouve bien qu'on intègre de fait l'Ukraine dans les opérations de l'OTAN. Interopérabilité, c'est ce que ça veut dire. Puis, le transfert se fait majoritairement en coordination avec le Royaume-Uni et les États-Unis, qui ont envoyé les armes les plus avancées en Ukraine. Nous aussi, d'ailleurs, nous avons envoyé des armes avancées en Ukraine, pas seulement les canons César, mais d'autres dispositifs encore. Sans faire trop de bruit, mais nous l'avons fait. Eh bien, dans ce contexte, Jens Stoltenberg a annoncé qu'il voulait voir la force de réaction de l'OTAN en Europe passer de 70 000 à 300 000 hommes. Et de plus, on a parlé pour la première fois de l'extension de l'OTAN jusqu'au Pacifique. L'Atlantique s'étend jusqu'au Pacifique. Les ambitions déclarées et les politiques coercitives de la République populaire de Chine, il a été dit, remettent en cause nos intérêts, notre sécurité et nos valeurs. Donc la Chine est bien présentée comme un ennemi, sinon comme un adversaire, bien que par ailleurs on s'en défende. Alors la déclaration la plus frappante dans ce contexte, c'est le nouveau chef de l'armée britannique, le général Sir Patrick Sanders, qui a prononcé un discours, plusieurs discours d'ailleurs, en juin, sur le fait que le Royaume-Uni et ses alliés de l'OTAN doivent se préparer à une guerre contre la Russie. En toutes lettres. Il a fait une partie de ses déclarations devant le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, qui lui-même est extrêmement agressif. Évidemment, cette sortie qui a été faite par le responsable des armées britanniques, c'est celle d'un vétéran de nombreux crimes perpétués par l'impérialisme de son pays depuis 3 décennies. Sanders a commandé des opérations en Irlande du Nord, au Kosovo, en Bosnie, en Irak et en Afghanistan. Donc voilà l'homme qui se prétend le défenseur de la démocratie par les armes. Il a un double langage orwellien. Il a déclaré que le Royaume-Uni doit se mobiliser pour répondre à la menace de guerre aujourd'hui et se préparer à la guerre afin de prévenir la guerre. Donc ça, c'est le double langage orwellien de 1984. Donc on en est là. Évidemment, Paris, dans ce contexte, est favorable à un resserrement des liens entre l'OTAN et l'Union européenne. La France a insisté pour que la complémentarité entre l'OTAN et l'Union européenne soit mentionnée afin d'assurer, évidemment, la sécurité de tous. Donc il y a une véritable intégration et de la France dans l'Union européenne, de l'Union européenne dans l'OTAN, et de l'OTAN vis-à-vis du pouvoir économique et financier, cette oligarchie financière qui mène le monde, dont je viens de vous parler au début. Alors, je voulais vous lire par rapport à cela, par rapport à une autre vision du monde, la fameuse phrase que j'ai souvent citée du général de Gaulle dans son discours à l'Université de Mexico du 18 mars 1964. Voilà ce que disait de Gaulle et sa conception du monde. Par-dessus les distances qui se rétrécissent, les idéologies qui s'atténuent, les politiques qui s'essoufflent, et à moins que l'humanité s'anéantisse elle-même un jour dans de monstrueuses destructions, le fait qui dominera le futur, c'est l'unité de notre univers. Une cause, celle de l'homme, une nécessité, celle du progrès mondial, et par conséquent, de l'aide à tous les pays qui le souhaitent pour leur développement. Un destin, celui de la paix, sont pour notre espèce les conditions mêmes de sa vie. Alors, l'aide à tous les pays qui le souhaitent pour leur développement, c'était la vision commune que pouvaient avoir les pays non alignés, De Gaulle, Roosevelt, je dirais, et même Zhou Enlai en Chine. C'est cette vision qu'on assure la paix en se développant les uns les autres. Il faut aller au fond des choses afin que l'ordre financier international devienne
porteur non pas d'une destruction, mais d'une croissance mutuelle, et que les participants définissent, comme on le tente de le faire en rassemblant des participants de différents pays du monde dans les conférences de l'Institut Schiller, que les partisans définissent un nouvel ordre économique et monétaire international gagnant-gagnant. La paix est ainsi à la fois nécessaire à l'avenir du monde, et elle est difficile. C'est comme la liberté. La paix et la liberté sont deux choses absolument indispensables à l'homme, mais difficiles. Elle ne peut être assurée, cette paix, qu'à un niveau supérieur de relations entre les peuples, permettant de faire coïncider des intérêts opposés à ce niveau. Alors, évidemment, comment le faire? Comment le faire dans la réalité? Et, conjointement à ma déclaration sur l'urgence qu'il y a de sortir du commandement intégré de l'OTAN, cette ardente obligation, l'Institut Schiller a formé un comité ad hoc pour un nouveau Bretton Woods. Alors, le système de Bretton Woods, évidemment, c'était le système qu'avait imaginé Franklin Delano Roosevelt. Il a été trahi par le Bretton Woods qui a été appliqué, celui de Truman et de Churchill. Mais, et auquel de Gaulle s'est opposé, mais c'était quand même un semblant d'ordre. Là, tout a sauté le 15 août 1961. Il n'y a plus de règles, plus de régulations. Et on prétend avoir des règles, mais il n'y en a pas. Il n'y a qu'un désordre organisé pour permettre à la loi du plus fort de l'emporter sur tout. Alors, comment en sortir? Ce nouveau Bretton Woods serait réorganiser tout le système financier en faillite, pour le remplacer par un nouveau système, l'objectif déclaré étant que ce système de crédit permettra de vaincre la pauvreté, permettra de développer l'ensemble des pays du monde, toutes les nations du monde. Il faudra ensuite mettre en faillite ordonnée les banques commerciales. Le secteur spéculatif de ces banques ne doit plus être soutenu. Et toutes leurs opérations qui alimentent l'économie réelle avec des crédits, elles, doivent être organisées et soutenues. Au contraire, c'est les banques de marché, c'est qu'ils spéculent sur les marchés financiers, et toutes ces entités financières qui doivent se résoudre à opérer sans argent public, c'est-à-dire la plupart d'entre elles tomberont de fait en faillite parce qu'elles sont purement spéculatives au regard de ce qui est réel dans ce monde. Troisième point, fermer les marchés de produits dérivés sans lien avec l'économie réelle. Ce casino mondial, il faut en fermer les portes. Quatrièmement, mettre immédiatement en place un système de taux de change fixe. On ne peut pas spéculer sur les monnaies et tout le temps. Et même dans les bourses, il faut un véritable fixing. On ne peut pas avoir des cours qui changent toutes les millisecondes ou les macrosecondes. Il faut avoir des cours qui soient fixés à un moment donné pour interdire des spéculations constantes, des millions de fois dans la même journée. Il faut réorganiser enfin la dette des États et des entreprises, en procédant, lorsque ça s'avère indispensable, à des faillites pour que puissent ordonner, penser, réfléchir, pour que ceux qui restent aient un rôle productif et que les dettes ne pèsent pas sur la capacité de produire et d'assurer une hausse des pouvoirs d'achat et des niveaux de vie. Enfin, il faut créer une banque nationale, dans la tradition qui était celle de la Révolution américaine et qui était celle de la libération chez nous. Cette banque nationale doit être une banque qui émette du crédit sous, je dirais, l'orientation des gouvernements, qui ne doivent pas tout définir, mais ils doivent être un peu comme un chef d'orchestre, dans un orchestre qui, pour bien jouer, doit avoir une partition. Négocier, enfin, entre des banques nationales, des accords à long terme sur des crédits à faible taux d'intérêt, permettant d'investir dans des programmes d'infrastructure, pour créer une plateforme de développement. Parce que si on investit à long terme, il faut des crédits aussi à long terme et à faible taux d'intérêt, pour bâtir les fondements où l'agriculture et l'industrie, à partir de ces infrastructures, peuvent avancer. Et enfin, élargir cela pour constituer
ce système de développement mutuel que nous appelons un pont terrestre mondial, c'est une métaphore, offrant à tous les pays, et je le souligne encore, les avantages économiques communs qui deviendront à leur tour la base d'une nouvelle architecture de sécurité dans le monde. Alors, au lieu de cela, que voit-on en France aujourd'hui? Au lieu de traiter ces causes, au lieu de traiter ces questions fondamentales, on est dans l'agitation. Sur le fondamental, il y a une tendance de plus en plus forte, malgré tout, à une pensée unique qui devient inique, et avec différentes couleurs. Mais personne ne met en cause le système international de l'oligarchie, comme je viens de le faire maintenant. Ah, on a le beau discours, nationalisation, SMIC à 1 500 €, prime ou allocation pour les jeunes, etc., etc. Mais tout cela ne touche pas au fondement. Et si ces mesures sont nécessaires, et je pense qu'elles sont nécessaires, il faut avoir un pouvoir d'achat, une consommation, elles seront effacées par l'inflation si on n'a pas derrière une politique internationale et une politique nationale qui aille aux causes. On ne peut pas faire des promesses sans aller aux causes, et, je dirais, sans engager un combat. Alors, évidemment, ce qu'on aperçoit à l'Assemblée nationale, puisqu'il faut parler de ces élections législatives, c'est la division en camps. Amis, ennemis, adversaires, partenaires. Donc chacun prépare ou effectue des coups tordus en défendant son camp, sans jamais oublier son intérêt particulier, sa place, et en laissant l'intérêt général au vestiaire. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Avec, d'un côté, un gouvernement qui prend des mesures que je trouve personnellement insultantes. Un chèque alimentaire de 100 € pour les plus défavorisés, c'est l'aumône pour calmer provisoirement les choses. Ça ne veut rien dire économiquement, ça ne veut rien dire socialement, et ça ne veut rien dire politiquement, sinon qu'on se moque du monde. Alors, y a-t-il un potentiel? Oui, il y a un potentiel, puisque parfois, de façon incidente, sans traiter les grandes questions, des partis politiques ont mis l'accent sur ce dont je tente de vous parler ce soir. La NUPES, a présenté le 6 décembre 2021, une proposition de résolution invitant le gouvernement à retirer la France de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, de l'OTAN. Et il faut donner à cela une importance beaucoup plus grande et lui donner une base économique qui permette d'en faire quelque chose de réaliste. Sans ça, ça ne l'est pas. Et ce que disait à l'époque, c'était pas le NUPES, c'était le groupe des 17 députés insoumis, il disait que dans un premier temps, conduirait à envisager le retrait de la France immédiatement du commandement intégré de l'Alliance dans un premier temps, ce que je dis, et ensuite d'envisager une sortie plus fondamentale de l'OTAN, mais seulement du commandement intégré au départ. C'est en effet pas possible de le faire autrement dans l'immédiat. Et puis, les mêmes députés ont présenté un amendement numéro 201 qui date du 21 juillet 2017 sur la séparation des banques. Alors je dois dire que j'en suis d'autant plus heureux que nous avions en partie été ceux qui avaient rédigé cet amendement qui avait été repris. Bon, ça avait été immédiatement repoussé par les autres. Donc là, on a deux éléments qui sont peut-être pas fondamentaux, mais qui tracent une direction vers ce qui est les deux défis que nous tentons de relever, ici à Solidarité et Progrès, moi-même, qui sont celui de sortir d'une alliance militaire devenue destructrice pour les autres pays et pour nous-mêmes, et même pour les États-Unis eux-mêmes. C'est une alliance
qui est destructrice pour les autres et qui fait, quelque part, harakiri à ses partenaires. Et puis, créer une base qui permette d'échapper à cette fascination pour la guerre, pour je dirais presque une culture de la mort, comme disait un pape. Donc, comment y échapper? Eh bien, c'est ce nouveau Bretton Woods, et c'est ce système financier et monétaire international qui permettra de le faire. Alors, est-ce qu'on peut trouver des gens qui y sont favorables? Si on présentait ces deux choses à l'Assemblée nationale, les élus, ou la majorité des élus du NUPES, et la majorité des élus du Rassemblement national ne pourraient pas se dérober, parce que ce sont deux choses que les uns et les autres ont défendues, pour des raisons certes différentes, et parfois même opposées, mais ils les ont défendues au nom de la justice sociale et au nom de la nécessité d'être indépendant, de préserver notre souveraineté nationale. Alors, il faut jouer sur cela, et aller beaucoup plus loin, parce que ce dont nous avons besoin en réalité, c'est une véritable culture de la vie et de la découverte. Et cette culture de la vie et de la découverte nous permettra de concevoir qu'on puisse sortir d'un ordre qui se condamne lui-même et qui est devenu autodestructeur, vers un ordre de développement mutuel, de croissance partagée, et qui soit un ordre de paix par le développement. C'est simplement faire la paix que la paix, on n'y arrivera pas. Mais il faut la paix par le développement, avec un projet, un programme qui permette de la fonder, d'en être le socle. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, j'ai un certain nombre de questions qui me sont posées. La première, William Beckett sur Facebook. Monsieur Cheminade, mes questions sont simples, elles ne le sont pas tellement. Où va l'OTAN? Avez-vous le sentiment que M. Poutine négociera avec l'Union européenne, voire l'OTAN, ou s'adressera-t-il directement aux États-Unis? Avez-vous la conviction qu'il utilisera une arme nucléaire? Il faut bien voir. Tous les traités de la guerre froide, ou au moins 3 sur 4 d'entre eux, sont tombés. Le traité sur les armes anti-armes, le traité dit des ABM, le traité des missiles de portée intermédiaire, qui concerne particulièrement l'Europe, et le traité ciel ouvert, qui concernait la circulation des avions, et on prenait ses précautions lorsque des vols étaient organisés, de démonstrations militaires. Aujourd'hui, ces 3 choses n'existent plus. Il ne reste qu'un seul traité, et encore qui vacille sur lui-même, celui des ICBM, International Ballistic Missiles, les missiles balistiques intercontinentaux, Intercontinental Ballistic Missiles. Celui-là reste, mais il concerne qui? Ceux qui sont plus éloignés, c'est-à-dire il concerne en particulier la Russie et les États-Unis. Alors on me dirait, que peut l'Europe? Où va l'OTAN? L'OTAN va, tel que je viens de le définir, vers un désastre si on continue dans cette voie, qui est militaro-financière, c'est pas simplement militaire. Et avez-vous le sentiment que M. Poutine négociera avec l'Union européenne, voire l'OTAN? Non. M. Poutine, actuellement, pense qu'il peut gagner la guerre en Ukraine, il y a des raisons pour le croire, il pense que les États-Unis, pour l'instant, n'interviendront pas à l'Europe, donc ça fait une situation très dangereuse, parce que les enchères peuvent monter. Et comme l'Europe, M. Merkel et Mme Merkel et M. Hollande, n'ont pas été capables d'imposer les accords de Minsk, qui étaient des accords de paix qui auraient stabilisé l'Ukraine, eh bien on a la situation actuelle et on paye pour ce qu'on n'a pas fait. Et M. Macron, quand il va à Kiev et qui dit que l'Ukraine doit récupérer les territoires qu'on lui a pris, pas seulement le Donbass, mais aussi la Crimée, il entretient l'illusion et le rêve, et de fait, les thèses de l'anglosphère, je n'aime pas beaucoup cette expression, plutôt les Five Eyes, les services de renseignement anglo-américains et l'oligarchie financière qui les anime et les contrôle, qui voudraient que la Russie se fasse battre, puis de battre la Chine. Est-ce que la France a un intérêt à cela? Aucun. La France a un intérêt, comme celle du général de Gaulle, d'avoir des alliés, mais des alliés à qui on dit son fait, à qui on dit sa vérité, et pas des alliés devant lesquels on rampe ou on se soumet, comme c'est le cas aujourd'hui. Enfin, est-ce que M. Poutine utilisera l'arme nucléaire? Vous savez, il y a des missiles
petits que les uns et les autres, dont les uns et les autres fabriquent et disposent. C'est les armes nucléaires tactiques, de quelques, disons, des petites bombes nucléaires, de terrain. C'est très dangereux, parce que ça pourrait arriver, autant du côté de l'OTAN que du côté de M. Poutine, et je ne crois pas que M. Poutine soit engagé dans une aventure telle qu'il les utilise. Je pense que même M. Biden ne le voudrait pas, mais un accident est toujours possible. Et il risque d'arriver à n'importe quel instant, surtout quand on joue à ce que les Américains appellent les chicken games. C'est-à-dire, on est tous les deux sur une route, il n'y a qu'une voie, et c'est à qui passera le dernier sur le côté. Et les voitures finissent un jour par se tamponner à ce jeu-là. Mais on en est là. Et je crois que ça dépasse la question de l'arme nucléaire. Ceci dit, si jamais l'arme nucléaire était utilisée, le tabou est brisé, là on ne sait plus où on va. Les réactions par rapport au sommet de Madrid. Alors, un commentaire laissé sur notre site internet. Je pense qu'il est grand temps que la France prenne ses propres défenses en main. Elle ne lui manque rien pour le faire, que ce soit une arme moderne, nucléaire ou une armée très professionnelle. On n'a pas besoin de l'OTAN pour nous défendre, d'autant plus qu'on sera plus crédible au niveau diplomatique à travers le monde. Que l'Europe crée sa propre défense sans être le laquais des États-Unis en cette matière. Mais il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Vous savez qu'aujourd'hui, on a livré nos données du ministère de la Défense à Microsoft, qui évidemment les transférera aux autorités américaines et aux services du Pentagone. Il y a un accord qui a été passé contre le terrorisme pour les données avec la DGSI, avec Palantir, qui est la société fondée par la CIA, qui contrôle aussi d'ailleurs la maintenance prédictive des Airbus. Donc il y a toute cette question de données, toutes ces questions de contrôle des flux financiers qui posent la question de comment en sortir. Et c'est là que on ne peut pas dire qu'il y a d'un côté qu'on en sorte, et qu'on trace une ligne Maginot, et que de l'autre côté, il y aura les ennemis. Il faut essayer d'organiser le monde, comme le général de Gaulle, ou Pierre Mendès France avait essayé de le faire, organiser le monde, la France étant médiatrice, étant inspiratrice, et aussi jouant un rôle de catalyseur, la petite chose qui, dans la réaction chimique, permet que ça se produise. Alors on me dirait, c'est l'idéalisme. Quelqu'un m'a dit, vous êtes un idéaliste, il faut être réaliste. Ce qu'il faut, c'est le territoire, c'est les États. C'est vrai, il faut être réaliste. Mais en même temps, si l'idéal n'anime pas la réalité, c'est la guerre. C'est l'ouragan décrit par Jamie Dimon. Donc, être réaliste aujourd'hui, c'est vouloir la paix. Et vouloir la paix, comment ? En situant le débat au-dessus du niveau auquel il se situe aujourd'hui. Et c'est cela que nous essayons de faire, et ce que j'ai essayé de dire ce soir. Et je vous demande d'y faire attention, pas parce que c'est nous qui le disons, mais parce que les autres ne le disent pas. Et je pense que c'est très grave, et que nous allons de plus en plus, si nous continuons de cette façon, vers une situation de plus en plus grave, de plus en plus dangereuse. Réaction à l'appel de Jacques pour la France pour sortir de l'OTAN, Jacques Cheminade pour sortir de l'OTAN. Alors, ici, j'ai une question. L'Occident est en retard de 30 ans. Il fallait supprimer dès la chute du mur de Berlin en 1989 et la chute de l'Union soviétique le 25 décembre 1991. Il fallait supprimer l'OTAN. La crise de l'Ukraine en est la conséquence. L'Occident a besoin d'un châtiment pour la fabrication et l'usage des armes qu'il exporte. Je suis tout à fait d'accord. Le pacte de Varsovie s'étant dissous, l'OTAN aussi n'avait pas de raison de durer. Donc elle aurait dû s'arrêter, et les Américains en particulier auraient dû respecter les engagements pris en 1991 de ne pas étendre l'OTAN au-delà d'une Allemagne réunifiée. Ils l'ont fait. Ils sont allés aux frontières de la Russie, et c'est là que Poutine, peu à peu, a réagi. Parce que le Poutine du 11 septembre 2001. Il voulait coopérer avec les États-Unis. Il a offert même 2 bases aux États-Unis pour lutter contre le terrorisme. On ne l'a pas suivi.
En 2006-2007, Gourdon-Montagne, le collaborateur de Jacques Chirac, a, disons, proposé, avec le président de la République de l'époque, a proposé un accord de sécurité et de stabilité en Europe. Ce que, un peu, M. Poutine a demandé en décembre de l'an dernier. Eh bien, à l'époque, la France a contacté la Russie a dit « nous sommes intéressés », puis M. Gourdon-Montagne est allé voir Condoleezza Rice. Et Condoleezza Rice lui a dit « ne vous mêlez pas de ça, vous autres les Français, vous n'avez pas à vous mêler de ça, n'entravez pas le développement de nos forces vers l'Est ». Eh bien, tout est dit. On a créé la situation, ce qui se passe en Ukraine se passe. Et aujourd'hui, les Américains sont prêts à mourir, pas les Américains, le gouvernement, ceux qui dominent les États-Unis, et ceux qui dominent le gouvernement américain, sont prêts à mourir jusqu'au dernier des Européens, et les Européens, ceux qui dominent les gouvernements européens, sont prêts à mourir jusqu'au dernier des Ukrainiens. Et les Ukrainiens sont la chair à canon. Et ceux qui pleurent sur le sort des Ukrainiens devraient plutôt penser à comment on peut sortir de cette situation qui fait des centaines de morts et des milliers de blessés par jour en Ukraine. Au lieu de dire il faut battre la Russie, il faut vaincre sur le champ de bataille. Car si on le voulait, il faudrait utiliser des armes qui ne sont pas des armes, disons, de guerre habituelles. Il faudrait recourir peu à peu à un seuil d'armement cybernétique et nucléaire. Donc, on ne peut pas en arriver là. Et il est essentiel de créer ce système de stabilité et de sécurité en Europe, basé sur un nouvel ordre économique et monétaire international. Il n'est pas d'autre solution. Et ce qui est regrettable, c'est de voir au Parlement, disons en France, dans notre Assemblée nationale, les gens parler de questions qui ne sont pas au niveau de la gravité et du danger de la situation. Alors, dernière question, Lily Furet sur Facebook, on fait comment? Révolution, l'Assemblée nationale élude le projet bricole de l'intérieur, TVA, etc., ce qui ne changera pas grand-chose. Mesure à effet provisoire et superficielle. Macron joue le roi telé au G7. Assemblée affligeante, de vulgarité et d'immaturité, ils sont d'entre eux. La question, que faire et comment? Eh bien, je dirais deux choses sur ça. Premièrement, il y a un espoir. C'est le G20 en Indonésie, où un groupe avec lequel nous travaillons veut rétablir l'esprit de Bandung, l'esprit des non-alignés. Et ce que nous proposons pour nouveau Bretton Woods devrait nourrir les débats à Bandung. L'Indonésie résiste à cet ordre anglo-américain. L'Indonésie maintient l'invitation à M. Poutine que le gouvernement américain ne voulait pas. Donc c'est important parce que ce sera un lieu de réunion. Et si nous arrivons à le nourrir avec les principes, avec le projet que nous défendons, eh bien il y a une chance de sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Alors, en France, j'ai examiné de près ce que sont les députés, pourquoi ils ont tellement intérêt à être députés. 66 millions d'aides publiques annuelles pour les partis. 32 millions pour les partis par rapport aux voix qu'ils ont eues, 50 candidats étant plus de 1% des voix, ça vaut 1,64 € par voix pendant 5 ans. C'est un trésor, pactole. Et enfin, ça c'est 32 millions. Et 34 millions, au rythme, au niveau de 37 400 € par élu. Alors ce que gagne un député, parce que ça c'est pour le parti, ce que gagne un député, enfin l'indemnité parlementaire, de base, 5 623 €, plus une indemnité de résidence, plus une indemnité de fonction, on arrive à 7 239 €. Plus, évidemment, on a d'autres avantages, les frais de déplacement, des déplacements de première classe en train qui sont justifiés, mais qui sont quand même un élément du niveau de vie. Comme on veut, quand on veut, un billet de première classe permanent. Plus 80 vols en avion par an. Plus, les députés ont aussi droit aux frais de mandat. Ils bénéficient d'une avance de frais pour toutes les dépenses qu'ils doivent justifier, liées à l'exercice de leur mandat, qui ne sont pas directement prises en charge ou remboursées par l'Assemblée. 5 373 €. Plus,
pour entretenir les gens qui sont autour d'eux, pour leur groupe de travail, une somme qui arrive, une dotation qui arrive environ à 10 580 € pour être précis, plus encore pour les députés nouvellement élus lors de la 15e législature. Cette dotation s'élève en plus des 10 580 € par mois. On leur donne 15 500 € pour, pour se doter d'un crédit d'équipement téléphonique et informatique. Donc vous voyez que ça fait une somme considérable, et que pour les partis comme les députés, on veut garder son siège. Alors que se passera-t-il aujourd'hui, dans ce désordre parlementaire où chacun porte des coups à l'autre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ça ne peut pas durer, et qu'on risque d'avoir, à tout moment, une dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, le président Emmanuel Macron, qui en cela est habile, essaya de pourrir les relations, de discréditer le RN, de discréditer NUPES, et de les diviser pour régner. Mais ça ne peut pas durer longtemps, et il pensera qu'à un certain moment, le moment est venu de dissoudre. Alors il peut dissoudre à tout moment, maintenant. Simplement, s'il dissout une fois, après, il pourra dissoudre qu'après un délai d'1 an. Mais aujourd'hui, il peut dissoudre à tout moment. Donc, soyons prêts, et faites tout pour nous soutenir, compte tenu de ce que j'ai dit auparavant, compte tenu des perspectives que j'ai développées. Soutenez notre appel pour un nouveau Bretton Woods. Soutenez ma déclaration pour sortir du commandement intégré de l'OTAN, mais surtout, donnez-nous les moyens. Nous avons très peu de moyens pour faire ce que nous faisons, et nous le faisons dans le monde, et en France, et en Europe, le mieux que nous pouvons, mais donnez-nous les moyens de le faire encore mieux. Alors, ce qui donne un certain espoir dans cette Assemblée nationale, c'est l'entrée de ce qu'on appelle les invisibles, c'est-à-dire les gens qui étaient d'un milieu social qui avant n'y était pas. Ouvriers, employés. On trouve le porte-voix des luttes dans le NUPES, dans le NUPS. Comme Rachel Keke, qui est connue, qui est femme de ménage, qui avait mené avec succès la longue grève des Batignolles. Il y a Mathilde Igné, qui vient du mouvement rural de jeunesse chrétienne. Il y a Sylvie Ferrer, qui a remporté le territoire rural de la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Il y a tous ces gens nouveaux, comme aussi Andy Kerbrat, qui est entré dans le combat syndical de la CGT. Donc CGT, mouvement chrétien de progrès, métier, disons, que ce dont avait parlé Ruffin, des femmes qui sont outragées et qui ont maintenant leurs droits. Et je pense que là, il y aura des voix de raison. De même, au Rassemblement national, où l'équipe est rajeunie. C'est plus cette équipe racornie qui était auparavant et qui flirtait toujours avec un racisme assez nauséabond. Ici, on trouve que les portes de l'Assemblée ont été ouvertes par le RN aussi aux classes populaires, plus de 12% d'employés et d'ouvriers. Mais on voit là un chauffeur-livreur, un aide-soignant, une femme de ménage, un matelot. Je vous dis tout ça pour vous dire qu'il y a des gens qui peuvent penser autrement, qui peuvent penser à l'essentiel et sortir des petitesses qu'il y a aujourd'hui. Et cette peur qu'il y ait par-delà les dirigeants, par-delà, je dirais, les illusions, et par-delà les idéologies, la possibilité de quelque chose qui soit vraiment dans l'intérêt de la justice dans le monde et dans l'intérêt du rôle de notre pays dans le monde par rapport à cette justice. Cette chance est là. Et l'on voit la grande peur des bien-pensants qui le sentent. Je prends ici un article du Point. LFI, RN, y a-t-il un front révolutionnaire? Alors il conclut évidemment que c'est pas possible, mais que c'est très dangereux, parce qu'au sein de ces mouvements, il y a des gens qui pensent, des gens qui réfléchissent, et en particulier à l'LFI, il y a ces projets de résolution dont je vous ai parlé, et cet amendement dont je vous ai parlé.
Donc tout cela est porteur, tout cela peut faire son chemin, et nous ferons tout pour l'entretenir. Alors, pour conclure, je dirais que la France n'est pas réellement ingouvernable, comme on l'a dit. La France est en souffrance, en attente de gens qui prennent leurs responsabilités, de gouvernants et de militants, responsables, démocrates, qui sont pour une véritable république à la fois démocratique et sociale. Il y a cela, il y a cette attente. Mais ça ne se fera pas tout seul. Et c'est pour ça que ce soir, je vous demande, avec une insistance particulière, pour ceux qui se disent « que dois-je faire, que dois-je pas faire ?» Arrêtez d'hésiter. Engagez-vous. Et engagez-vous, bien entendu, auprès de nous. Mais si ce n'est pas auprès de nous, engagez-vous auprès de ce qui vous paraît nécessaire pour une cause qui soit plus juste et meilleure. Mais engagez-vous d'abord auprès de nous. C'est ce que j'essaye de vous communiquer ce soir et de vous en communiquer l'urgence. Parce qu'on voit, je dois dire, un déni de réalité, non seulement dans les élus, parmi les élus, mais aussi dans la population, et en même temps, une possibilité énorme, parmi les 54% d'abstention, de gens qui attendent autre chose. Eh bien, éveillons cette possibilité. Mobilisez-vous pour le faire, et nous pourrons sortir de la situation dans laquelle nous sommes, qui nous mène, disons, je ne veux pas utiliser de métaphores usées, mais qui nous mène à quelque chose d'extrêmement dangereux pour nous-mêmes et surtout pour les générations futures. Donc, répandez une forme de pensée qui permette de mieux comprendre où nous en sommes. Vous-même, faites un effort, car c'est le moment. Et, comme le dit, évidemment, le disent depuis longtemps, les uns et les autres, c'est moi qui ai le premier à utiliser la phrase de Hölderlin, le poète allemand, un moment où il y a le plus grand péril, c'est le moment où l'on peut changer les choses. Faisons-le.